Oh oh, hola. Retour au plan. Alors, je ne reviens pas sur ces deux premières parties que nous avons déjà vues, sur le pourquoi et sur le comment, c'est-à-dire, en d'autres termes, sur les enjeux et la mise en place d'une politique de communication. Nous allons aborder le grand 3, c'est-à-dire le marché et les différents outils de communication. Approche classique tout d'abord avec la distinction média hors média. Nous allons voir ensuite les autres formes de communication que nous pouvons utiliser aujourd'hui avec quelques exemples. Les principes du média planning, le marché de la communication, quelques chiffres qui n'ont pas beaucoup bougé ces dernières années, je vous expliquerai pourquoi. Et enfin, les principaux annonceurs, mais enfin ça ce sont des détails, c'est anecdotique, ça change souvent. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Alors, pour commencer, page 34, vous avez un tableau qui vous présente quelques chiffres sur les dépenses de communication des annonceurs. Vous voyez qu'environ les dépenses des annonceurs, ça représente à peu près 30 milliards d'euros par an. C'est un marché qui est à peu près constant depuis une vingtaine d'années. Ça veut dire qu'en valeur relative, il baisse puisqu'il se maintient en valeur absolue. Je vous expliquerai ça en fin de partie. On peut distinguer d'abord, ça c'est important, deux parties, c'est-à-dire la partie média, c'est ce qui concerne la télévision, la presse, le cinéma, la radio et la publicité extérieure. Je n'ai pas oublié Internet, mais Internet c'est un média un peu particulier parce que on peut dire l'Internet, les Internets, les différents médias d'Internet, puisque certains médias comme la presse, par exemple, ont une présence très forte sur Internet. Alors, on peut les classer à la fois dans la presse, on peut les classer aussi dans les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu particulier, hein, Internet. Mais on peut considérer aujourd'hui que c'est quand même le sixième média, puisque c'est quelque chose d'important. Ensuite, vous avez la partie hors média. Alors la partie hors média, donc les annuaires. Le marketing direct, qui est une part importante de communication. Vous voyez les détails pratiques de mise en œuvre du marketing direct avec Monsieur Fidel Benoît. Les salons, les foires, le sponsoring, le mécénat et les relations publiques, hein. Alors, les opérations de sponsoring, ça, c'est des choses que vous êtes déjà en train de mettre en œuvre pour les IUT entreprises. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Je vous présenterai quelques éléments, hein. Voilà. Donc, c'est surtout pour l'instant cette distinction, même si elle est remise en cause, c'est cette distinction importante entre médias et hors médias qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit parce qu'elle est quand même toujours d'actualité, bien entendu. Alors, page suivante, on arrive à la page 35 sur le marché et les outils, les formes classiques de médias. Nous allons compléter ce tableau en indiquant à chaque fois un peu quels sont les principes, quels sont les éléments principaux, les avantages, les limites de chacun de ces médias et la part que ça représente en pourcentage des investissements des investisseurs, enfin des dépenses des annonceurs dans ce domaine-là. La presse, donc, c'est la presse papier, les journaux, Publi-Info et Encart Presse, donc tout ce qui est publicité dans la presse dite écrite. L'avantage, c'est la durée physique du message, parce que quand vous achetez un journal, le support papier va rester et vous allez pouvoir donc y revenir et la publicité va durer plusieurs jours si c'est un quotidien ou au moins une journée, c'est plusieurs jours si c'est un hebdomadaire, plusieurs semaines si c'est un mensuel par exemple. Et il faut souligner l'impact régional très fort de la PQR, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale. Ici, nous avons Ouest France et Presse Océan. Presse Océan appartient au groupe Ouest France, hein, maintenant. Mais nous avons un impact très fort puisque Ouest France, par exemple, c'est le premier quotidien de France avec 1 million d'exemplaires par jour de publication. Et ça permet de toucher, il y a énormément d'abonnés, il y a énormément de lecteurs, ça permet de toucher un large public, même si
la presse écrite est un petit peu en perte de vitesse par Internet. Hein. Donc c'est la baisse du lectorat, c'est la baisse du nombre de lecteurs, c'est ce que je viens de vous dire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, un encart dans la presse écrite, ça peut être très coûteux. Hein. Alors ça représente à peu près 23% des investissements. La télévision, la TNT, les chaînes privées, tout ça vous connaissez. Fort impact, fortes audiences, c'est un média universel, bien qu'en perte de vitesse maintenant. En perte de vitesse, on peut penser qu'on va se tourner vers une autre consommation par les plateformes comme Netflix par exemple, ou Amazon, et qui vont petit à petit peut-être remplacer les chaînes de télévision, sachant qu'il y a une multiplication des chaînes qui ne veut pas dire multiplication de la qualité, puisque il y a des programmes, il faut bien le reconnaître, qui sont relativement médiocres. Bon, évidemment, la plus grosse limite de la publicité à la télévision, c'est que ça coûte énormément cher. Je vous l'ai dit, mais on reviendra là-dessus au semestre 3, à peu près 10 à 15 000 euros pour 15 secondes de présence sur une grande chaîne nationale, en moyenne, sachant que ça peut être beaucoup plus cher. Avec 37% des investissements, tout simplement à cause du coût. Hein, c'est vrai que c'est un coût très important. La radio, les stations publiques comme Radio France avec France Inter et les autres chaînes publiques. Les périphériques historiques, c'est RTL, c'est RMC, c'est Europe 1. Et vous avez le réseau privé, toutes les radios privées, depuis que les ondes ont été ouvertes, ça veut dire qu'on a eu le droit de faire de la radio depuis 1981. Avant, c'était interdit, c'était un monopole d'État. Donc énergie, toutes les autres radios que vous connaissez comme cela aujourd'hui, qui sont des radios qui ont été créées après les années 80. L'avantage, c'est que c'est le média le plus modulable. Hein, vous pouvez faire un message radio et quasiment dans la journée, le modifier dans la journée ou dans l'heure qui précède. C'est quasiment le seul média qui permet cela. Et il y a un impact local très 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 fort. Donc le problème, c'est que ce sont des messages oraux qui sont un petit peu perdus dans la masse, dont l'impact est assez faible, il faut bien le reconnaître. Ce n'est pas le média le plus efficace en termes de communication, et ça ne représente que 8% des investissements. La publicité extérieure, ce sont tout ce qui est affiches papier, il y en a encore beaucoup. Les panneaux animés, les panneaux lumineux, hein, les panneaux avec parfois des très courts spots, les banderoles et tout cela. Alors là, ben, c'est intéressant parce qu'il y a un impact assez fort. On touche à peu près 80% de la cible grâce à l'affichage, hein, quand on fait un affichage national. Et puis le message dure un moment, puisque que ce soit pour les grands formats ou pour ce qu'on appelle le mobilier urbain, le message reste à peu près une semaine, et en une semaine on touche à peu près 80% du public visé, ce qui est quand même pas mal et inégalé, mis à part le cinéma, mais c'est un petit peu particulier. C'est coûteux, si vous faites un affichage au niveau national, ça peut vous coûter plus cher qu'une campagne à la télé. Ça veut dire que si par exemple vous prenez chez JC Deco par exemple, des panneaux grand format au niveau national pour avoir une bonne couverture nationale, ça peut représenter à peu près 1 million d'euros pour une semaine, ce qui est assez énorme. Alors, bien évidemment, on peut prendre des panneaux locaux, on peut prendre un panneau par exemple pour annoncer l'ouverture de son magasin. Bon, ça va vous coûter à peu près entre quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros pour une semaine, ça dépend des lieux, etc. L'autre inconvénient, ce sont les intempéries, car évidemment, les délais de réservation de l'affiche sont les délais le plus longs de la communication, puisqu'il faut à peu près 1 an pour réserver un panneau publicitaire, si on veut faire une campagne nationale. Et 1 an à l'avance, vous ne pouvez pas savoir si par exemple il y a eu une semaine de pluie au moment où vous avez réservé votre créneau, ou un confinement qui empêche de voir toutes les publicités qui pourront être diffusées. Bon, bien évidemment, pendant le confinement, il y a eu certainement des aménagements à ce niveau-là.
Ça représente à peu près 12% des investissements. Le cinéma, pub nationale et locale avant les projections, donc ça, vous avez déjà vu ça quand vous allez au cinéma, hein, vous connaissez cela. L'avantage, c'est que la clientèle est captive, puisque bon, nous sommes assis dans notre fauteuil et puis nous attendons que le film commence. Alors évidemment, nous avons il y a un très fort souvenir, on peut très facilement être capté, donc le taux d'efficacité est le plus fort au niveau de tous les moyens de communication, évidemment, mais assez peu fréquenté malgré tout. Il y a assez peu de gens qui vont au cinéma, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bon, le problème, c'est qu'effectivement, le message ne dure pas très longtemps, hein, il peut être vu et oublié aussitôt, et la fréquentation, comme je le disais, du cinéma est en baisse. Ça représente un peu moins de 1% des investissements. Et enfin, Internet. Bon, alors Internet, les bannières, les pop-up, les interstitiels, les pop-in, les vidéos, les habillages, tous ces éléments-là. Vous savez aussi qu'il y a les publicités ciblées. Hein, vous faites une recherche, par exemple, vous cherchez des chaussures sur Internet, et puis au dernier moment, comme 80% des gens, bah, vous ne commandez pas la paire de chaussures que vous avez regardée. Et après, vous apercevez qu'en allant sur vos sites préférés, eh bien, on vous envoie des petites bannières publicitaires qui correspondent à des chaussures. Je vous parlerai en deuxième année de ce procédé qui est de plus en plus répandu. Donc, forte expansion, ciblage et pub personnalisé, comme je viens de l'évoquer, hein, grâce au hameçonnage, hein, grâce au tracking. Ça, c'est quelque chose qui même pose question en termes d'atteinte aux libertés individuelles. Alors, on a un peu de recul pour l'instant sur l'impact, bien que ça commence un petit peu, on commence à avoir quelques chiffres, hein. Et malgré tout, il y a assez peu de taux de clic, puisque il y a des gens qui sont capables d'aller sur un site internet alors que leur site est entouré, bombardé de publicités. Ils n'ont pas vu du tout ce qu'il y avait à côté. Voilà. Donc ça représente quand même 19%. Donc vous voyez, c'est quand même le troisième poste d'investissement en termes d'investissement publicitaire. C'est le troisième poste d'investissement publicitaire pour les médias, ce qui est quand même important. Donc vous avez ce tableau à la page 36, hein, donc je ne reviens pas dessus, hein, vous voyez, télévision, ciné, radio, internet, presse, affiche, bon là c'est dans l'ordre et en couleur puisque vous l'avez en noir et blanc sur votre polycopier. Bon, rien de plus. Maintenant nous allons passer au hors média avec, alors la page 37, hein, avec toujours la même présentation, la même configuration, principe, avantages, limites, et là en reprenant les principaux éléments. Les annuaires, papier ou internet, les catalogues, les guides, donc tout ça, les pages jaunes, tout ce qui est en fait registre d'une activité par exemple, hein. Alors ça c'est encore assez répandu malgré tout. Le message dure longtemps. Si on fait un petit catalogue des restaurants de la région, par exemple, ben, ça va durer un moment. Mais les limites, c'est que l'impact est assez faible, de plus en plus faible, puisque c'est sur papier, et puis ben, ça gaspille du papier. Bon, ça ne veut pas dire que ça pollue plus que des données qui sont stockées sur Internet. Il faut savoir que les données stockées sur Internet polluent énormément, mais c'est quand même un critère que l'on prend en compte aujourd'hui. Et ça ne représente plus que 5% des investissements. Le marketing direct, ça vous aurez un cours spécifique là-dessus avec M. Fedel-Benoît. Publi-postage, emailing, ISA, imprimé sans adresse, télémarketing. Bon, c'est un bon impact, les résultats sont visibles très, très rapidement puisqu'on a un retour immédiat. C'est pour ça que beaucoup de PME préfèrent ce moyen de communication qui est relativement peu coûteux et qui fournit des résultats assez rapides. Bon, le problème, c'est que la masse des messages fait que l'on s'y perd parfois et qu'on jette beaucoup de ces messages, qu'on les reçoive par email ou par courrier. Et puis, le télémarketing est encore mal accepté, très mal accepté, puisque ce sont des plateformes souvent situées dans des pays étrangers qui nous interrogent et comme on est harcelé, on finit par ne plus répondre à ce type d'appel. Ça représente quand même 42%
c'est pas loin de la moitié, hein, des investissements hors médias. Les promotions, offres ponctuelles, PLV, donc promotion sur le lieu de vente, les différentes animations, dans les magasins par exemple. Donc c'est la stratégie push, hein, on fait une animation dans un magasin, là on a des résultats immédiats et les coûts sont relativement faibles. Hein. Bon, souvent il y a la petite enveloppe à donner au magasin, mais c'est quand même des coûts relativement peu élevés. Donc ce sont des opérations ponctuelles, c'est la limite, c'est un peu l'inconvénient de son avantage, c'est qu'il y a peu d'impact à long terme. Hein. Si vous faites une opération dans un magasin pour vendre du jambon de pays, bon, bah, très bien, vous allez en vendre le jour J, mais le lendemain, c'est déjà oublié. Ça représente tout de même presque un tiers des investissements, enfin plus du quart, 29%. Les salons, les foires, donc c'est tout ce qui est exposition temporaire. Il y en a encore beaucoup, hein, et souvent, parfois, les entrées sont payantes. Hein, vous avez le salon quasiment pour tout aujourd'hui. Salon d'automobile pour les plus grands, salon d'agriculture, ok, mais vous avez le salon de l'habitat, vous avez ces différents salons localement avec des petits salons parfois. Alors, c'est que l'avantage, c'est qu'on a un contact direct, hein, les clients viennent à nous et on peut avoir un fort impact en B2B, hein, en business to business, c'est-à-dire pour faire des affaires avec d'autres entreprises, par exemple. C'est coûteux parce qu'un stand dans un salon peut être très 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 coûteux. Salon d'hôtellerie par exemple, bon, ça peut être, vous pouvez payer très cher parfois et pour un retour qui n'est pas forcément aussi évident par rapport à la masse d'investissement que cela représente. 8% des investissements. Sponsoring et mécénat. Alors ça, je vais vous au moins faire un petit diaporama en TD et un cours sur la différence puisque vous êtes en train, vous, de rechercher des sponsors pour la plupart d'entre vous. Le sponsor, c'est un financement avec contrepartie. Donc je sponsorise une équipe de foot. Eh bien, je mets le nom de mon entreprise sur le maillot des joueurs, par exemple. Mécène, c'est sans contrepartie. Ça veut dire que j'ai envie d'aider un festival de musique classique, par exemple, bien, je donne de l'argent. Alors j'ai des avantages fiscaux, ça veut dire que je vais payer moins d'impôts, mais on ne va pas mettre le nom de mon entreprise sur la jaquette du pianiste, par exemple. Hein, c'est un petit peu désintéressé. Alors, il y a beaucoup de musées qui fonctionnent comme cela grâce aux mécènes en Angleterre notamment. Hein. En Angleterre, en France, ça se fait aussi de plus en plus quand même. Des musées, des peintres qui sont sponsorisés par des entreprises. Donc ça peut avoir un impact assez fort si l'événement est populaire, bien qu'il faut que les gens s'intéressent parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de banderole, il faut aller chercher dans les programmes la référence au mécène. Donc, alors pour le mécène, mais pour le sponsor, il peut y avoir un fort impact. Bon, il y a un facteur risque important. Si par exemple vous sponsorisez une équipe dans un sport particulier, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc le vainqueur, lui, il est mis en avant, mais les derniers, effectivement, être sponsor des derniers, c'est pas forcément une bonne idée. Encore que, bon, si vous sponsorisez une course comme le Vendée Globe Challenge, bon, vous donnez le nom de votre entreprise au bateau. Alors les premiers, évidemment, vont être bien vus, mais à la limite le dernier aussi, parce que le public va saluer la performance et va reconnaître que l'entreprise a aussi eu du mérite d'aider ses navigateurs. Voilà. Ça représente à peu près 6% des investissements en médias. Et enfin, les relations publiques, les événements organisés, les portes ouvertes, les visites, les relations presse, les cadeaux, tout cela. Donc là aussi, c'est pour entretenir, là aussi, c'est comme pour les salons et pour les foires et comme pour le marketing direct, c'est pour essayer d'avoir des contacts directs et d'établir des relations durables. Et c'est un investissement sur le long terme. Voilà, ça représente à peu près 10% des investissements. Voilà pour cette partie sur les médias. Donc vous avez pareil le tableau qui permet de voir que le marketing direct prend effectivement à peu près la moitié de tout cela. Bien, ça c'est pour la première partie du cours.
aujourd'hui, qui était une partie un petit peu rébarbative, hein, j'en conviens, mais ces tableaux sont importants à connaître, donc c'était très important de prendre note de tous ces éléments. On se retrouve pour la deuxième partie où là, je vais vous parler de choses un peu plus vivantes, comme le street marketing par exemple.